Bien, donc ça marche. Donc je vous propose aujourd'hui à travers cette vidéo d'expliquer un peu davantage, de façon un peu plus vivante, le texte P6-14 pour les premières G2, donc le texte de Mallarmé dans Poésie, euh, qui s'intitule Éventail de Mademoiselle Mallarmé, qui est donc un des textes que j'aurai à présenter au bac à l'oral. Donc je vais déjà reprendre l'introduction, essayer d'être un peu plus précis, un peu plus explicite par rapport à ce que je dis. Donc c'est la fiche de lecture analytique du texte 6.14 que je vais commenter et préciser. Donc comme je vous le dis, l'objet occupe une place particulière dans la poésie. Euh, la poésie prend parfois comme sujet de simples objets à partir desquels on construit toute une esthétique poétique. Il sert en effet souvent de support à la créativité des poètes. On l'a vu chez Baudelaire notamment, enfin vous pouvez le voir si vous cherchez dans les Fleurs du Mal, vous avez un certain nombre d'objets qui sont le sujet d'un poème ou qui apparaissent dans les poèmes. Je pense à l'horloge ou la pipe. Il y a d'autres objets dans Baudelaire. Il y a le flacon, il y a certains meubles qui sont présents. Euh, et donc Baudelaire déjà lui-même s'appuie sur les objets pour construire certains de ses poèmes. Quelques décennies plus tard, donc quelques dizaines d'années après Baudelaire, Mallarmé, qui est un poète symboliste, c'est un courant littéraire de la fin du XIXe siècle, qui donne une importance particulière aux symboles, à l'utilisation des symboles, à une sorte de mise à distance du réel, qui est un peu en opposition avec le courant réaliste qu'on trouve dans le roman à la même époque, le roman réaliste chez Zola par exemple, qui aime particulièrement décrire de façon précise les réalités du monde. Par opposition, le symbolisme, c'est au contraire l'expression d'une certaine distance au monde réel et d'une poésie qui s'échappe un peu des contingences matérielles, des choses qui nous obligent dans le monde concret. Euh, et donc ce poète symboliste Mallarmé s'approprie également l'objet comme élément essentiel de sa poésie. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de Stéphane Mallarmé? Alors c'était un esthète, c'est-à-dire quelqu'un qui aimait les belles choses, euh, qui avait un goût prononcé pour les arts, pour la pratique des arts. C'était accessoirement un professeur d'anglais. Euh, Petite anecdote qui peut être intéressante à savoir. Il a traduit certaines œuvres anglo-saxonnes comme euh, Edgar Allan Poe, je crois. Faudra que je vérifie. Il a laissé une œuvre très limitée, Mallarmé. Stéphane Mallarmé, il a une œuvre très 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 courte. L'ensemble de sa poésie tient simplement dans un livre de poche, par exemple. Donc c'est assez limité, ça fait quelques centaines de pages, mais c'est très très travaillé. Le moindre de ses poèmes est vraiment travaillé comme un bijoutier, ce qu'on appelle un joaillier, celui qui fabrique les bijoux, travaille de la même façon un bijou de façon très précise, en taillant les pierres, en sertissant les pierres avec des métaux précieux. Et bien c'est un peu la même chose chez Mallarmé, c'est-à-dire il y a très peu d'œuvres, son œuvre est très limitée, mais elle est très travaillée, reprise, vraiment calculée, sous-pesée. Euh, et ce travail repose en grande partie sur la notion d'hermétisme. Alors l'hermétisme, je l'ai plus ou moins expliqué lors du dernier cours, c'est le fait de proposer des œuvres qu'on ne comprend pas à la première lecture, qui sont hermétiques, un peu comme les boîtes hermétiques ne laissent pas entrer l'eau. Là, c'est un peu la même chose, c'est des textes qui ne se laissent pas, dans lesquels on ne peut pas entrer, qui sont complètement fermés. Alors, pas complètement, parce que si on fait l'effort, on y arrive, comme en forçant sur une boîte hermétique. En effet, le sens de ces poèmes n'est pas évident à comprendre à la première lecture, et d'ailleurs, c'est pas forcément le but de comprendre le texte. Euh, alors, quel est l'intérêt d'un texte hermétique? Alors, il y a deux possibilités. Soit on s'efforce absolument de comprendre ce que raconte le texte, et dans ce cas-là, c'est l'effort qui permet, l'effort
d'analyse qui permet d'entrer dans l'œuvre, ou inversement, on considère que le sens de l'œuvre n'a pas grand intérêt, et dans ce cas-là, on reste uniquement au niveau purement sonore et musical, sans chercher à comprendre ce que ça raconte. Mallarmé, il est assez proche des mouvements qu'on appelle, qui prônent ce qu'on appelle l'art pour l'art. Donc à la fin du 19e siècle, il y a tout un tas d'artistes qui considèrent que l'art, le vrai art n'a pas vocation à défendre des idées ou à représenter fidèlement le monde ou à choquer etc. Non, non, le but de l'art, c'est vraiment l'art lui-même, c'est-à-dire pour la beauté, pour l'esthétique. Donc c'est un art qui est complètement détaché d'une portée utilitaire ou utilitariste ou concrète. C'est juste pour le plaisir de l'art et de la beauté de l'art. Le poème, dans ce cas-là, dans le cadre de l'hermétisme et de l'art pour l'art, n'a plus alors qu'une fonction décorative, esthétique ou musicale. Ça n'est plus un message envoyé au monde, à l'air, que sais-je. Non, c'est juste un objet décoratif, une forme décorative, esthétique et musicale. C'est une façon d'être dans le jeu, dans la création poétique, de s'amuser avec les mots. C'est ce qu'on appelle faire des exercices de style, c'est-à-dire on se contraint à un certain nombre d'éléments formels, et à partir de ces éléments formels, on crée le plus beau texte possible sur le plan littéraire, et pour ce qui est de Mallarmé, sous forme de vers. D'ailleurs, cette notion de musicalité pure de l'œuvre de Mallarmé, il l'explique dans un de ses livres qui s'appelle Crise de vers, où il explique comment il construit sa poésie. Il explique dans ce livre, Crise de vers, que les mots sont d'abolie bibelot d'inanité sonore. Qu'est-ce que ça veut dire? Un mot, donc, c'est un bibelot. Vous voyez ce que c'est un bibelot? Un bibelot, c'est un petit objet décoratif qu'on met sur une cheminée ou sur une étagère pour faire joli, ou sur une commode, pour faire joli, pour donner un élément de décoration. Donc le mot, c'est un bibelot, c'est-à-dire quelque chose de complètement décoratif. Il est aboli, c'est-à-dire qu'il n'a plus vraiment de sens pour lui-même, et c'est un bibelot aboli d'inanité sonore. L'inanité, c'est le vide. Donc le mot, il est vide de sens, il est vidé de son sens, et il est sonore, c'est-à-dire que ne reste du mot que sa valeur sonore. Et donc, à travers ce rapport un peu particulier aux mots, à la musique des mots, Mallarmé se donne donc des exercices de style à faire où le mot où le vers est utilisé de façon un peu gratuite. Ce qui fait que, par exemple, il s'est amusé à écrire des adresses postales en forme de quatrain. Alors ça, c'est assez amusant. Donc aujourd'hui, vous savez, quand on écrit une lettre, on écrit sur l'enveloppe le nom du destinataire, l'adresse, le code postal, la ville. Bon, à l'époque, fin du 19e siècle, c'était pas aussi contraint sur le plan formel. Donc on écrivait un peu ce qu'on voulait sur l'enveloppe en termes de destinataire. Et donc Mallarmé, lui, s'est amusé à transformer les adresses et les noms et les villes de ses destinataires sous forme de quatrains, c'est-à-dire 4 vers qui riment ensemble, hein, qui riment 2 par 2. Et donc c'est pour vous montrer le caractère, l'exercice de style, la façon un peu gratuite de faire de la poésie sur des choses un peu contraintes. Alors on en vient au texte. Il écrit pour sa fille devenue demoiselle un poème qui a vocation à orner l'un de ses éventails. Donc l'éventail, hein, c'était un objet, un accessoire de mode qui était important à la fin du 19e siècle. Dans la garde-robe féminine, hein, c'était un accessoire important pour les femmes. Ça sert à s'éventer, hein, vous avez déjà vu un éventail. Et donc c'était un des éléments de mode, donc forcément un peu chic, etc. Qu'on utilisait, que les femmes utilisaient, et donc c'était des objets un peu ornés. Et là, Mallarmé
Il écrit donc, si vous comprenez bien, un poème sur l'éventail de sa fille. Un sujet dont vous noterez que c'est un sujet extrêmement important. Hein. C'est vraiment d'une grande portée universelle. Évidemment, je suis ironique, hein, c'est vraiment un sujet qui n'a pas grand intérêt, mais qui justement sert de support. On prend quelque chose qui n'a a priori pas de grand intérêt, mais on en fait un poème très travaillé, très structuré, très élégant. Alors, petite subtilité, je vous ai dit que c'était un poème qui parle de l'éventail de Mademoiselle Mallarmé. En fait, pour être précis, c'est l'éventail qui, dans le poème, parle à Mademoiselle Mallarmé. Donc c'est un éventail parlant. C'est ce qu'on appelle une prosopopée, on le verra dans le développement. C'est quand on donne la parole à un objet. Donc l'objet, l'éventail, parle à la jeune fille, et c'est ça le sujet du poème. Vous voyez que là, je suis rentré vraiment dans un grand détail pour bien vous expliquer, j'espère que j'ai été assez clair, le, le contexte dans lequel a été écrit le poème qu'on va étudier. Il est évident que pour l'oral, vous ne garderez que les éléments les plus importants. Je ne ferai pas aussi long, là j'ai fait 11 minutes sur l'introduction, là où vous, dans les mêmes 10-11 minutes, il faudra que vous fassiez l'ensemble de l'explication. Donc, évidemment, ce texte-là, il faut le lire après l'avoir présenté. Et évidemment, vu la longueur du texte, il y a de fortes chances pour qu'on ne vous coupe pas à la lecture de ce texte. Donc, je vous le relis. Éventail de Mademoiselle Mallarmé. Ô rêveuse, pour que je plonge au pur délice sans chemin, sache par un subtil mensonge garder mon aile dans ta main. Une fraîcheur de crépuscule te vient à chaque battement, dont le cou prisonnier recule l'horizon délicatement. Vertige, voici que frissonne l'espace comme un grand baiser, qui, fou de n'être pour personne, ne peut jaillir ni s'apaiser. Sens-tu le paradis farouche, ainsi qu'un rire enseveli, se couler du coin de ta bouche, au fond de l'unanime pli, le sceptre des rivages roses, stagnant sur les soirs d'or se lait, ce blanc vol fermé que tu poses contre le feu d'un bracelet. Alors, évidemment, le poème ne se comprend pas directement. Aux rêveuses, c'est Mademoiselle Mallarmé à qui s'adresse le poème. Pour que je plonge, moi qui suis l'éventail, pour que je plonge au pur délice sans chemin, vers le délice pur et sans chemin qui est tout de suite accessible, sache par un subtil mensonge, donc fait en sorte par un, un mensonge élégant, garder mon aile dans ta main. Donc l'éventail est constitué d'ailes, hein, comme une aile d'oiseau, et donc l'éventail dit à Mademoiselle Mallarmé de le garder dans sa main. Une fraîcheur de crépuscule, hein, évidemment, vous comprenez bien la notion de fraîcheur qui est en lien avec l'éventail qui sert à se donner de la fraîcheur, de s'éventer. Une fraîcheur de crépuscule, hein, du soir, vient à chaque battement. Hein, donc quand on fait le battement de l'éventail, eh bien ça apporte du vent, ça rafraîchit le battement, dont le cou prisonnier recule l'horizon délicatement. Dont le cou prisonnier, donc le cou du battement, recule l'horizon, c'est-à-dire, c'est une image, hein, le vent qui recule l'horizon, le vent fait par l'éventail qui recule l'horizon, hein, l'espace dans lequel se trouve la jeune fille et l'objet. Vertige, voici que frissonne l'espace comme un grand baiser. Donc là, on dépasse un peu le cadre réaliste. Hein. L'espace frissonne comme un grand baiser. Donc le mouvement de l'éventail transforme l'espace en baiser. Qui fou de n'être pour personne.
ne peut jaillir ni s'apaiser. Donc cet espace que crée l'éventail comme un baiser est fou, est devenu fou de n'exister, de n'être, d'exister pour personne, euh, et donc il ne peut ni jaillir ni s'apaiser. Alors là, le sens n'est pas vraiment évident. Euh, L'espace ne peut jaillir ni s'apaiser. Euh, Sens-tu le paradis farouche, ainsi qu'un rire enseveli? Donc sens-tu le paradis, hein, ressens-tu le bien-être farouche euh, qui, qui a du mal à se fixer, ainsi qu'un rire enseveli se coulait du coin de ma bouche, de ta bouche, au fond de l'unanime pli. Donc le paradis qui se coule du coin de ta bouche au fond de l'unanime pli. L'unanime pli, hein, donc vous voyez l'éventail. L'éventail, c'est un tissu plié, ou un papier plié. Et donc l'unanime pli, c'est le pli de l'éventail. Et donc là, il y a un rapprochement entre la bouche et l'éventail. Et entre cet espace se crée une sorte de paradis. Le sceptre des rivages roses, stagnant sous les soirs d'or, se lève, ce blanc vol fermé que tu poses contre le feu d'un bracelet. Donc le sceptre des rivages roses, c'est c'est une autre image pour l'éventail, hein, l'éventail qui est comparé à un sceptre. Le sceptre, hein, vous voyez, c'est le bâton que portent les rois comme symbole de leur pouvoir. Ces sceptres des rivages roses stagnent sur les soirs d'or, hein, les soirs. Soleil, ça veut dire c'est, tout simplement. C'est ce blanc vol fermé que tu poses contre le feu d'un bracelet. Ce sceptre, ben, c'est le blanc vol, hein, c'est toujours cette idée de l'éventail qui ressemble à une aile d'oiseau, et donc parfois ça fait en plume d'ailleurs. Le blanc vol fermé que tu poses quand on ferme l'éventail, hein, ça se transforme un peu en sceptre. Je sais pas si vous voyez, donc l'éventail ça se replie ou ça se déplie. Donc quand on le replie, ça peut ressembler un peu à un sceptre. Donc c'est un vol fermé puisqu'il n'est plus ouvert. On a refermé l'éventail que tu poses contre le feu d'un bracelet. Et donc il y a contact entre le bracelet que porte la demoiselle et l'éventail. Vous voyez donc, c'est pas d'une grande profondeur intellectuelle, mais c'est effectivement un peu difficile à comprendre. D'ailleurs, on va pas chercher forcément, vous n'allez pas chercher forcément à faire de la paraphrase, à essayer de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire d'expliquer le poème en termes purement de sens, parce que c'est pas, encore une fois, vu le principe poétique de Mallarmé, c'est pas son objectif principal qu'on comprenne absolument ce que disent ces poèmes. Donc on va s'intéresser, on va se poser un certain nombre de questions. Vous choisirez celle des questions qui vous semblent la plus intéressante pour amener votre explication. Je vous ai proposé plusieurs questions. Quelle est la fonction de l'objet dans ce poème? Ce poème relève-t-il du lyrisme? Quel regard le poème amène-t-il à porter sur l'objet qu'il évoque? Ou encore plus vicieux comme question, quelle est la fonction de ce poème? En quoi ce poème relève-t-il de l'esthétique hermétique? En quoi l'éventail est-il une sorte d'aboli-dynamité sonore? Et enfin, la question la plus compliquée, ce poème est-il moderne? Donc j'avais fait ça les précédentes années quand l'exercice de l'oral était un peu différent et que on vous posait une question sur le texte. C'est plus le cas puisque maintenant vous faites l'explication selon votre propre problématique. Donc on va se fixer comme problématique tout simplement la fonction de l'objet dans ce poème. Quelle est sa fonction? Quel est le rapport entre l'objet et la poésie dans ce texte? Alors tout d'abord, ensuite, pardon, vous allez expliquer que vu la petitesse, la brièveté du poème, hein, qui fait 20 vers assez courts, il est difficile de couper le texte en morceaux
et donc où on va, de façon exceptionnelle, présenter un commentaire composé du texte et non pas une explication linéaire qui serait assez réductrice, puisque notre objectif là est d'expliquer le poème dans sa totalité, pas dans son fonctionnement, pas dans sa linéarité. Certains vont vouloir dire que ce poème est composé de 5 quatrains, ô rêveuse pour que je plonge, d'octosyllabes à rimes croisées. Si vous voulez, vous pouvez le dire, mais ça n'a pas forcément un très grand intérêt pour le commentaire, à part de dire que Mallarmé choisit une forme voilà, assez traditionnelle et classique de poème, un vers assez utilisé, l'octosyllabe, une strophe assez utilisée, le quatrain, et avec des rimes croisées, ce qui est assez traditionnel. J'en viens donc à l'explication composée, le commentaire composé du texte, en suivant les axes que je vais vous énoncer, puis il faut que vous donniez à la fin de votre introduction. On va donc d'abord voir le statut de l'objet dans le poème, quelle est la place qu'occupe l'objet dans le poème. Ensuite, on va voir ce qui dans le texte se trouve entre la pudeur et l'érotisme, hein, ce jeu un peu au bord de l'érotisme, d'un léger érotisme, c'est pas non plus excessivement érotique. Et enfin, nous verrons l'idée d'un poème comme jeu et comme art. Alors tout d'abord, dans cette première partie, nous allons étudier le statut de l'objet dans le poème. Tout d'abord, on voit bien on retrouve dans le poème des éléments concrets, précis, qui décrivent l'éventail. Le titre déjà est lui-même explicite, puisque le titre c'est Éventail de Mademoiselle Mallarmé, donc on sait déjà de quoi ça parle. Le poème a pour titre l'objet dont il parle, donc tout est clair. Par ailleurs, on retrouve des termes qui font allusion à l'objet lui-même. On a vu aile, parce que un éventail, ça ressemble à une aile d'oiseau, surtout s'il est fait avec des plumes. Le pli, hein, le tissu ou le papier qu'on plie pour faire l'éventail, ou alors son action concrète, la fraîcheur qu'apporte le vent produit par l'éventail, et les battements, hein, le rythme avec lequel on secoue l'éventail pour se faire du vent. Le poème évoque donc la forme de l'éventail et sa fonction rafraîchissante, donc on est bien en présence de l'objet lui-même, l'objet dont on parle. Cet objet, il a une particularité, c'est ce qu'on va voir ensuite, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un poème à propos d'un éventail, mais d'une prosopopée de l'éventail. En effet, on comprend à la lecture du texte que c'est non pas l'auteur qui parle de l'éventail, mais c'est l'éventail qui parle. Je plonge mon aile, et qui s'adresse à la jeune fille. Ta main te vient, sens-tu, ta bouche, à la deuxième personne. Cette énonciation, vous savez, l'énonciation c'est qui parle à qui, quand et où. Donc qui, ben, c'est l'éventail, c'est en ça que c'est un peu particulier en termes d'énonciation, puisque l'énonciateur, celui qui parle, c'est l'objet. Qui parle à qui c'est Mademoiselle Mallarmé, se comprend mieux lorsque l'on sait que le poème a eu pour fonction d'orner un véritable éventail. Donc ça paraît assez logique que ce soit les paroles supposées de l'éventail qu'on écrive sur l'éventail lui-même. D'ailleurs, pour être tout à fait complet, à la fin de la fiche, je vous ai mis en photo l'éventail lui-même. Alors la photo n'est pas d'une grande netteté, mais vous voyez que c'est écrit sur l'éventail. C'est effectivement l'éventail de Mademoiselle Mallarmé sur lequel est écrit le poème. Donc c'est bien le poème, l'objet qui parle à travers le poème, et sachant que c'est l'objet qui porte le poème. Il existe une ancienne, très ancienne tradition
d'inscrire sur les objets les paroles qu'on pourrait lui attribuer. Donc l'éventail parle à travers les mots qui sont écrits sur lui. Mais c'est plus qu'un simple objet. Au-delà de la prosopopée, du fait de faire parler l'éventail prend une dimension proche d'une divinité. Elle s'adresse à la jeune fille par l'apostrophe ô rêveuse, pointant ainsi la naïveté et l'éventuelle frivolité de la demoiselle. Elle lui donne des conseils à l'impératif sache. Elle l'avertit vertige, avec l'exclamation qui indique le danger. Donc cet objet, il a une certaine forme d'autorité qui pourrait se tendre vers une forme de divinité. Par ailleurs, le simple accessoire de mode se transforme en sceptre à la fin du poème, symbole de pouvoir. C'est ce que je vous ai dit dans l'explication que je vous ai faite, la lecture pour mieux comprendre le texte que j'ai fait tout à l'heure. Cette métaphore donne de la majesté à l'éventail. La métaphore de l'éventail comme sceptre, puisque on a bien affaire dans le texte à une comparaison sans toute comparaison, donc une métaphore, puisque l'éventail est comparé à un sceptre. Donc, on a bien cette idée d'un objet qui est au centre du poème et qui structure le texte, mais il y a d'autres dimensions, et notamment cette idée d'un texte qui joue avec les notions de pudeur et d'érotisme, et donc qui n'est pas simplement un objet qui parle, mais il dit des choses, cet objet. Il y a, donc dans cette deuxième partie, on va étudier cette idée de pudeur et d'érotisme, ce contraste entre les deux. On retrouve d'abord des touches du mal, un écho baudelairien peut-être, ça a peut-être un lien avec le spleen baudelairien. Dans ce poème tourné vers l'élégance et la légèreté, il est notable de trouver un réseau lexical du mal, qui renforce la dimension d'avertissement de la prosopopée. La prosopopée, donc la prise de parole de l'éventail, se transforme en avertissement. C'est ce qu'on a vu dans la partie précédente, pas simplement de charmantes paroles, ce sont des avertissements, peut-être des avertissements du père à sa fille sur les dangers de sa sensualité naissante. Parce que bon, a priori, c'est quand sa fille était relativement jeune et que peut-être il cherchait à travers ce poème à lui transmettre un message. Alors pas forcément très sérieux, mais en tout cas plus ou moins présent. On retrouve en effet les mots mensonge, le coup prisonnier, le mot fou, ou encore le mot farouche ou enseveli. Ce sont des mots qui ont une connotation très négative et qui, en sourdine, c'est pas très net, mais on a ce réseau dans le texte, qui témoigne des inquiétudes sur la vanité des sentiments. Donc, il y a cette idée que il faut se méfier de la sensualité qui est induite par le mouvement de battement de l'éventail, et donc il faut se méfier de la vanité, du caractère vide, voire dangereux des sentiments. Alors il y a un érotisme par ailleurs qui est assez subtil dans le poème. Il ne s'agit pas, soyons clairs, d'un poème sulfureux, c'est-à-dire très qui serait pornographique ou on est d'accord que c'est tout de même, s'il y a de l'érotisme, c'est quand même très très léger. C'est pas un érotisme débridé. Mais le poème met en scène la sensualité qu'implique l'éventail. Parce que l'éventail, par son mouvement, et par l'effet qu'il produit, et par l'utilisation qu'on en fait généralement dans les rencontres amoureuses, a une dimension un peu au moins sensuelle, à défaut de dire érotique. Le champ lexical du plaisir est très présent dans le texte. Pure délice, frissonne, grand baiser, paradis farouche. Le corps de la jeune femme est également esquissé. Donc on a des éléments du corps de la femme. Ta main, ta bouche et le bracelet, qui évoque évidemment par métonymie, donc par association d'idées, le poignet.
L'éventail est en effet un accessoire féminin qui, à l'époque de Mallarmé, à la fin du XIXe siècle, est un élément de séduction. Les femmes utilisaient leur éventail, notamment dans les rendez-vous amoureux, et le fait de l'utiliser, de le faire, de le battre plus ou moins rapidement, de l'ouvrir ou de le fermer ou de jouer avec, ça faisait partie on va dire, de la, euh, de la séduction amoureuse que pouvait produire une femme. De plus, son action, le souffle, a quelques similitudes avec le toucher ou le baiser. Alors on peut aller plus loin, peut-être, sur cette piste en relevant toutes les allusions que l'on peut associer au mouvement de l'éventail. Je vous laisse éventuellement voir ce que vous pouvez trouver d'éventuellement plus érotique dans ce texte. Mais tout cela n'est enfin fait que dans une assez grande pudeur. L'érotisme est un peu caché, il n'est pas évident. Il s'agit quand même d'un poème offert par le poète à sa fille, donc il allait quand même pas faire un poème complètement impudique. Donc il propose un poème dont la sensualité reste pudique. Ça structure le poème sur notamment des jeux d'antithèse et d'oxymore, pur délice, où on peut entendre le mot pur comme le synonyme de chaste. Donc un délice chaste, le délice c'est plutôt érotique, donc là c'est une forme d'oxymore. De même l'adjectif sublime ou l'adverbe délicatement, ou même l'adjectif rose, appuie des connotations d'innocence. Enfin l'hermétisme même du poème laisse cacher le sens éventuellement sensuel d'expressions difficiles à déchiffrer. Donc ça peut être interprété comme relativement érotique, mais vu que c'est compliqué à comprendre parce que c'est écrit de façon hermétique, cette dimension, si on ne cherche pas à la voir, on peut ne pas la voir du tout. Tout ceci nous amène à une troisième partie, après le message global qui est produit par le poème, on peut s'intéresser à ce poème comme un jeu artistique. En effet, donc le poème est une forme d'exercice de style, écrire un poème sur un objet qui répond à un certain nombre de critères qui sont ceux de Mallarmé de façon habituelle. L'hermétisme tout d'abord, c'est un élément essentiel de la poésie de Mallarmé. Ces poèmes, en tout cas presque tous, sont très difficiles à comprendre à la lecture. La syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots, les mots employés eux-mêmes, parfois rares, parfois très vieillis, compliqués, rendent ces textes très très difficiles à comprendre, presque en l'absence de tout sens, en tout cas de sens clair. C'est évidemment le cas de ce poème. On peut ainsi relever un grand nombre d'expressions dont le sens ne va pas de soi, on ne comprend pas, a priori. Qu'est-ce que c'est qu'un subtil mensonge? Un coup prisonnier? Qu'est-ce qui peut reculer l'horizon? En quoi l'espace peut frissonner? Qu'est-ce qu'un paradis farouche? Ou un rire enseveli? Ou encore un unanime pli? Toutes ces expressions, qui associent donc un adjectif et un nom, ou un verbe et un nom, ne produisent pas vraiment un sens clair et évident. On peut même penser que ça n'a pas de sens du tout. Alors après, le lecteur scrupuleux, le lecteur qui voudra chercher à comprendre le détail du texte, pourra donner du sens à chacune de ces expressions. On va essayer de traduire en français courant ce texte très compliqué. Mais elles sont tout de même, en premier lieu, confuses, et c'est le fait de la volonté même de l'écrivain. Mallarmé veut qu'on ne comprenne pas sa poésie à la première lecture. Il est important d'expliquer que l'une des clés de l'écriture poétique de Mallarmé, et qu'il évoque donc dans ce dont je vous ai parlé dans l'introduction, c'est-à-dire crise de vers, dans un essai qui s'appelle Crise de vers, et dit justement que les mots sont d'abolis libello d'inanité sonore, c'est-à-dire des éléments complètement vides
dont il utilise essentiellement la valeur sonore. Pour Mallarmé, il ne s'agit donc pas d'écrire un texte sans aucun sens, sans signification. Il écrit quand même, si on cherche, on arrive à trouver un sens à ce qu'il écrit, mais ce n'est pas ce qu'il cherche à donner au lecteur. C'est pas le but premier de son écriture. Le but premier, c'est d'abord de mettre en place une musicalité des mots dont la valeur est dans le caractère décoratif du bibelot. Donc son texte est construit comme une vitrine de magasin ou un manteau de cheminée recouvert d'objets. Le but est de faire quelque chose d'esthétique, pas nécessairement de donner beaucoup de sens. C'est pourquoi, contrairement à la plupart des autres auteurs dont il convient de n'étudier la forme du texte que pour ce qu'il révèle du fond, chez Mallarmé, la forme est au moins aussi importante que le fond et mérite donc d'être traitée pour elle-même. Donc, c'est chez Mallarmé, la forme du texte, la musicalité, les jeux de sonorité sont beaucoup plus importants que chez d'autres auteurs qui donnent plus d'importance au sens de leurs poèmes qu'aux sonorités, qu'à la musicalité de leurs textes. C'est pour ça qu'on peut ensuite s'intéresser à la musique du texte. Mallarmé cherche à donner à ses poèmes une dimension musicale. On notera par exemple avec attention les allitérations, les répétitions de sons consonantiques. Notamment à la première strophe, l'association des sons che, je, se, ve. Ce sont des consonnes fricatives, c'est-à-dire qu'elles laissent passer l'air. Je avec le souffle que provoque l'éventail. Alors si je reprends, plonge, songe, tâche subtile, les sons sont des sons qui laissent passer le souffle, contrairement à peu, be qui bloque l'air. Vous pouvez vous amuser à trouver d'autres jeux de sonorité et les effets recherchés dans le poème. Le poète joue aussi sur le rythme de son poème en créant des ruptures entre les vers, les phrases, en isolant des mots. Il choisit par exemple de mettre de façon en sorte de contre-rejet au vers 18, ce lait, ce blanc vol. Donc ce lait, qui est purement ici utilisé pour créer la rime avec le bracelet. Ce lait, grammaticalement, c'est un peu limite. En termes de syntaxe, c'est pas très clair. Donc, ce bout de phrase, le selet, qui est placé de façon très inhabituelle, n'a pour but que de créer une rime riche. Et là, pour le coup, je vous invite à regarder si les rimes sont pauvres, suffisantes ou riches. Hein. Pauvre, c'est un son commun. Suffisante, c'est deux sons communs. Riche, c'est trois sons communs. Bracelet, et ce lait, ça fait le, est, ça fait quatre sons communs entre ce lait et bracelet. Donc il cherche à faire les rimes les plus riches possibles. La musicalité naît aussi de l'ambiguïté des expressions. Les expressions sont ambiguës, se comprennent mal, et on peut parfois, à l'oral, les transformer. Par exemple, l'expression « de naître pour personne », la formulation grammaticalement correcte serait de ne naître pour personne, il a enlevé le ne. Alors, ça joue sur le sens éventuellement positif de personne, dans le sens de quelqu'un, et à l'oral, si on lit simplement le poème, si on entend le poème sans le lire, on peut comprendre de naître pour personne, de n'exister avec le verbe être pour personne. En plus de respecter les 8 syllabes de son vers, ce jeu sur le de naître pour personne est une façon élégante de donner plusieurs interprétations à ce passage. Enfin, ce texte relève de la mise en abîme. Pour Mallarmé, le poème est un objet d'art, une pièce d'orfèvrerie, donc une sorte de bijou, comme un bracelet ou un éventail. Ainsi, en écrivant un poème sur un objet artisanal, mais plutôt précieux et élégant, il fait un objet d'art sur un objet d'art. L'éventail est un objet d'art, le bracelet dont il parle aussi, sont des objets
élégants et artistiques. Et sur ces objets, il construit un autre objet qui est un objet poétique, donc un objet artistique aussi. D'ailleurs, le poème, comme nous l'avons vu, a vocation à être écrit sur l'éventail lui-même. Mallarmé va rédiger, va écrire concrètement son poème sur l'éventail de sa fille. Le poème tire donc sa valeur, non du sens qu'il a, et qui n'est pas très original et pas forcément très intéressant en soi, un éventail qui parle, mais de son élégance. Il est précieux, comme un bijou peut l'être. Donc la valeur de ce poème, c'est moins le sens qu'il a que l'élégance qu'il procure. Donc on a bien vu que ce poème était un jeu artistique. Pour conclure, on peut dire que ce poème, qui donne la parole à l'éventail, ne dit guère plus que ce que provoque l'usage de l'éventail, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais il le dit avec élégance et musicalité, ce qui est l'essentiel du texte. Il s'agit donc là d'un bon exemple de la vision de la poésie de Mallarmé, de l'art pour l'art, d'un esthétisme raffiné, sans doute un peu vain, inutile, sans valeur utilitariste, on va dire. Donc c'est ce goût de l'objet précieux qui n'a aucune utilité, comme un bracelet ou un collier qui est purement décoratif, qui n'a aucun intérêt en soi. En insistant sur ce regard sur la création poétique, Mallarmé est d'une certaine façon un précurseur de la modernité en littérature. Et même dans l'art en général, le sens de l'œuvre n'est effectivement plus au centre de sa valeur. C'est pas le sens qui fait la valeur de l'œuvre. Certains poètes du XXe siècle, comme Apollinaire, et ses calligrammes où Ponge et le parti pris des choses, s'inscrivent dans la continuité de cette démarche poétique, de l'importance de l'objet ou du banal qu'on magnifie, qu'on rend beau à travers l'écriture poétique. On voit là le rapport que on peut construire entre la démarche de Mallarmé et la démarche de Baudelaire. Baudelaire, lui, parle de la boue, du lait, de l'immonde pour créer sa matière poétique, pour faire des choses élégantes et précieuses. Et bien de la même façon, on a une démarche chez Mallarmé, alors qui ne part pas de la boue, hein, ce ne sont pas, contrairement à Baudelaire, des éléments laids, grotesques ou immondes qu'on va transformer en objets poétiques. Non, là, ce sont des objets banals, sans grand intérêt, relativement communs, mais qu'on va sublimer, qu'on va rendre magnifiques par un travail vraiment très précis, un travail qu'on pourrait dire d'orfèvre, de fabricant de bijoux, pour en faire une forme d'œuvre raffinée. Rappelons que la poésie est-elle nécessairement inscrite dans une quête de sens? Est-ce que forcément la poésie cherche à donner du sens aux choses? Eh bien, chez Mallarmé, la réponse est que ça ne va pas de soi. La poésie n'a pas nécessairement vocation à créer du sens. Voilà pour l'explication de ce texte. Vous pouvez bien entendu, par écrit, m'envoyer les questions que suscite cette explication chez vous, ce que vous n'auriez pas compris, ce qui ne vous semble pas encore clair. J'espère au moins que cette vidéo vous aura été utile. Au revoir.